Il existe dans l'histoire de la physique des idées si profondément ancrées dans notre culture qu'elles finissent par devenir invisibles. Elles cessent d'être des idées pour devenir des évidences, des vérités si familières que plus personne ne songe à les interroger. La vitesse de la lumière est l'une de ces idées. Depuis l'enfance, on nous enseigne que la lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde, que cette vitesse constitue une limite absolue de l'univers et que rien, absolument rien, ne peut la dépasser. Ce chiffre, cette constante que les physiciens désignent par la lettre C, est devenu l'un des piliers de notre compréhension du cosmos. Et pourtant, si l'on prend le temps de s'arrêter, de respirer et de contempler cette affirmation avec un regard neuf, quelque chose d'étrange commence à émerger. Car derrière cette certitude si confortable se cache une question que très peu de gens osent formuler. Et si la vitesse de la lumière n'était pas réellement une vitesse? Cette question, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, n'est pas le fruit d'une spéculation fantaisiste. Elle provient de l'un des esprits les plus brillants et les plus originaux du XXe siècle, Richard Phillips Feynman. Prix Nobel de physique, professeur légendaire au California Institute of Technology, Feynman possédait cette capacité rare de voir au-delà des formules mathématiques pour atteindre l'essence même des phénomènes physiques. Là où d'autres voyaient des équations, il voyait des histoires. Là où d'autres acceptaient des conventions, il cherchait la vérité nue, dépouillée de tout artifice. Et c'est précisément cette quête de vérité qui l'a conduit à formuler l'une de ses intuitions les plus dérangeantes et les plus profondes. Ce que nous appelons la vitesse de la lumière n'est pas, à proprement parler, une vitesse. Pour comprendre cette affirmation, il faut d'abord accepter de défaire un certain nombre de nœuds conceptuels que notre éducation a soigneusement tissés dans notre esprit. Depuis notre plus jeune âge, nous avons appris à penser la vitesse comme une propriété du mouvement, comme la mesure de la rapidité avec laquelle un objet se déplace d'un point à un autre. Une voiture roule à 100 km/h. Un avion vole à 900 km/h. Le son se propage à environ 1235 km/h dans l'air au niveau de la mer. Et la lumière, nous dit-on, se propage à 299 792 km et 458 mètres par seconde dans le vide. Cette progression, du lent au rapide, nous donne l'impression que la lumière est simplement le coureur le plus rapide de l'univers, le champion toute catégorie de la course cosmique. Mais cette analogie, aussi intuitive soit-elle, est profondément trompeuse. Feynman le savait. Et c'est là que commence notre voyage, non pas vers une destination, mais vers une transformation de notre regard. Car comprendre pourquoi la vitesse de la lumière n'est pas une vitesse, c'est comprendre quelque chose de fondamental sur la nature même de l'espace, du temps et de la réalité dans laquelle nous existons. C'est accepter que l'univers est plus étrange, plus beau et plus profond que ce que nos sens nous laissent percevoir. Imaginons, pour un instant, que nous puissions nous asseoir à côté de Feynman, dans l'un de ces bureaux du Caltech baigné par la lumière dorée de la Californie, et que nous puissions lui poser cette question directement. Que nous dirait-il? Il commencerait probablement par sourire, de ce sourire malicieux qui était sa marque de fabrique, et il nous demanderait de réfléchir à ce que nous entendons réellement par le mot « vitesse », car c'est là que tout se joue. La vitesse, dans notre compréhension quotidienne, suppose une séparation fondamentale entre l'espace et le temps. Elle est définie comme une distance divisée par un intervalle de temps. Elle présuppose que l'espace est une chose et que le temps en est une autre, complètement différente, et que la vitesse est le rapport entre ces deux entités distinctes. Or, et c'est le cœur de l'intuition de Feynman, cette séparation entre l'espace et le temps est une illusion. Une illusion terriblement convaincante, certes, forgée par des millions d'années d'évolution biologique qui nous ont façonnés pour naviguer dans un monde de vitesse faible et de distances humaines. Mais une illusion néanmoins. La relativité restreinte d'Einstein, formulée en 1905, nous a révélé que l'espace et le temps ne sont pas deux entités séparées, mais les deux faces d'une même réalité, l'espace-temps.
Et dans ce cadre, la constante c n'est pas la vitesse d'un objet qui se déplace dans l'espace. Elle est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Elle est le facteur de conversion entre l'espace et le temps, la clé qui permet de traduire des distances en durée et des durées en distance. Elle est à l'espace-temps ce que le taux de change est aux devises, non pas un mouvement, mais une équivalence. Pour saisir pleinement cette idée, il nous faut un voyage. Un voyage à travers l'histoire de la physique, à travers les découvertes qui ont progressivement révélé la vraie nature de C. Un voyage qui nous mènera des équations de Maxwell aux pensées les plus intimes d'Einstein, de la géométrie de Minkowski au diagramme de Feynman lui-même. Un voyage qui, si nous le parcourons avec patience et ouverture, transformera à jamais notre compréhension de l'univers. Alors, installons-nous confortablement. Laissons le monde extérieur s'estomper et entrons ensemble dans ce territoire où les certitudes se dissolvent et où la beauté de la physique se révèle dans toute sa splendeur. Car ce que nous allons découvrir est non seulement vrai, mais d'une élégance qui confine au sublime. Notre histoire commence au XIXe siècle, à une époque où la physique vivait ce que l'on pourrait appeler son âge d'or classique. Les lois de Newton régnaient en maîtresse absolue sur la mécanique. La thermodynamique avait été formalisée avec une rigueur impressionnante. Et un jeune physicien écossais du nom de James Clerk Maxwell était sur le point de réaliser l'une des synthèses les plus magistrales de toute l'histoire des sciences. En 1865, Maxwell publia un ensemble d'équations qui unifiait l'électricité et le magnétisme en une seule théorie cohérente: l'électromagnétisme. Ces équations, au nombre de 4, décrivaient avec une précision parfaite le comportement des champs électriques et magnétiques, leur interaction mutuelle et leur propagation dans l'espace. Mais les équations de Maxwell contenaient une surprise extraordinaire, une surprise qui allait ébranler les fondements mêmes de la physique. En manipulant ces équations, Maxwell découvrit qu'elles prédisaient l'existence d'ondes électromagnétiques, des perturbations oscillantes des champs électriques et magnétiques qui se propageaient dans l'espace. Et lorsqu'il calcula la vitesse de propagation de ces ondes, il obtint un nombre qui le laissa stupéfait. Cette vitesse, déterminée uniquement par 2 constantes fondamentales de l'électromagnétisme, la permittivité électrique du vide et la perméabilité magnétique du vide, était exactement égale à la vitesse de la lumière, telle qu'elle avait été mesurée expérimentalement. La coïncidence était trop parfaite pour être fortuite. Maxwell en tira la conclusion révolutionnaire. La lumière elle-même n'est rien d'autre qu'une onde électromagnétique. Arrêtons-nous un instant sur ce point, car il est crucial pour notre réflexion. La vitesse de la lumière, telle qu'elle émerge des équations de Maxwell, n'est pas une propriété de la lumière en tant qu'objet. Elle est une propriété de l'électromagnétisme lui-même. Elle est déterminée par la structure des champs électriques et magnétiques, par la façon dont ces champs interagissent et se propagent. En d'autres termes, même si la lumière n'existait pas, même si aucun photon n'avait jamais été émis dans l'univers, cette vitesse existerait quand même. Elle est inscrite dans les lois fondamentales de l'électromagnétisme. C'est le premier indice, le premier murmure qui nous suggère que C est quelque chose de plus profond qu'une simple vitesse de déplacement. Les équations de Maxwell posaient cependant un problème redoutable. Dans la physique classique, une vitesse est toujours définie par rapport à quelque chose. La vitesse d'un train est mesurée par rapport à la Terre. La vitesse du son est mesurée par rapport à l'air dans lequel il se propage. Si la lumière est une onde, se demandèrent les physiciens, par rapport à quoi se propage-t-elle? Quel est le milieu qui transporte les oscillations lumineuses? La réponse, ou du moins ce que l'on croyait être la réponse, était l'éther luminifère. L'éther était un milieu hypothétique, invisible et impalpable, qui était censé remplir tout l'espace et servir de support à la propagation des ondes lumineuses. La vitesse c, dans cette vision, était la vitesse de la lumière par rapport à l'éther, de la même façon que la vitesse du son est la vitesse du son par rapport à l'air. Cette hypothèse semblait raisonnable,
mais elle avait une conséquence mesurable. Si l'éther existait, et si la Terre se déplaçait à travers cet éther dans son orbite autour du Soleil, alors la vitesse de la lumière mesurée sur Terre devrait varier légèrement selon la direction dans laquelle on la mesure. Dans la direction du mouvement de la Terre à travers l'éther, la lumière devrait paraître un peu plus lente, car la Terre s'éloigne de la lumière qui la poursuit. Dans la direction opposée, elle devrait paraître un peu plus rapide. L'effet serait petit, car la vitesse orbitale de la Terre, environ 30 km par seconde, est infime par rapport à la vitesse de la lumière. Mais il serait en principe détectable avec des instruments suffisamment précis. C'est exactement ce que tentèrent de mesurer Albert Abraham Michelson et Edward Williams Morley dans leur célèbre expérience de 1887. À l'aide d'un interféromètre d'une sensibilité remarquable, un appareil capable de détecter des différences infimes dans la vitesse de la lumière selon différentes directions, ils cherchèrent le vent d'éther, cette brise cosmique que la Terre était censée traverser dans sa course autour du Soleil. Le résultat fut l'un des plus déconcertants de toute l'histoire de la physique. Il n'y avait aucune différence. La vitesse de la lumière était exactement la même dans toutes les directions, quelle que soit la direction du mouvement de la Terre. L'éther, s'il existait, ne laissait aucune trace détectable. Ce résultat négatif, loin d'être un échec, était en réalité l'un des résultats expérimentaux les plus profonds jamais obtenus. Il signifiait que la vitesse de la lumière ne se comportait pas comme une vitesse ordinaire. Une vitesse ordinaire dépend du référentiel dans lequel on la mesure. Si vous courez à 10 km par heure dans un train qui roule à 100 km par heure, votre vitesse par rapport au sol est de 110 km par heure. C'est la simple addition galiléenne des vitesses, un principe qui semblait aussi solide que le sol sous nos pieds. Mais la lumière refusait de se plier à cette règle. Sa vitesse restait obstinément la même, quel que soit le mouvement de l'observateur. C'était comme si la lumière ne se souciait absolument pas de savoir qui la regardait ou comment cet observateur se déplaçait. Les physiciens tentèrent de sauver l'éther par divers expédients. Hendrik Antoon, Lorentz et George Francis Fitzgerald proposèrent indépendamment que les objets se contractent physiquement dans la direction de leur mouvement à travers l'éther, et que cette contraction, d'une valeur exactement suffisante pour masquer l'effet du vent d'éther, expliquait le résultat négatif de Michelson et Morley. Henri Poincaré développa des transformations mathématiques qui permettaient de concilier les équations de Maxwell avec le principe de relativité. Mais toutes ces tentatives avaient un caractère ad hoc, une impression de rustine apposée sur une théorie fissurée. Il faudrait attendre un jeune employé du bureau des brevets de Berne pour que la véritable signification du résultat de Michelson-Morley soit révélée dans toute sa splendeur. Et cette véritable signification, comme nous allons le voir, allait bien au-delà d'une simple propriété de la lumière. Elle allait révéler quelque chose de fondamental sur la structure même de la réalité. Quelque chose que Feynman, des décennies plus tard, exprimerait avec une clarté et une profondeur inégalées. En 1905, Albert Einstein publia un article intitulé « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement », un texte qui allait transformer à jamais notre compréhension de l'univers. Ce qui est remarquable dans l'approche d'Einstein, c'est sa simplicité radicale. Là où d'autres cherchaient des mécanismes compliqués pour expliquer le résultat de Michelson-Morley, Einstein prit le taureau par les cornes et éleva le résultat expérimental au rang de principe fondamental. Si la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs, alors c'est que la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. Point final. Il n'y a pas besoin d'éther, pas besoin de contractions physiques mystérieuses, pas besoin de mécanismes cachés. La constance de C n'est pas un problème à résoudre. C'est un axiome à partir duquel il faut reconstruire la physique. Einstein formula sa théorie de la relativité restreinte sur deux postulats d'une élégance désarmante. Le premier postulat affirme que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels, c'est-à-dire dans tous les laboratoires qui se déplacent en ligne droite et à vitesse constante, les uns par rapport aux autres.
Le second postulat affirme que la vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs inertiels, indépendamment de leur mouvement ou du mouvement de la source lumineuse. Ces deux postulats, pris ensemble, ont des conséquences extraordinaires et contre-intuitives qui ont révolutionné notre conception de l'espace et du temps. La première conséquence est la relativité de la simultanéité. Deux événements qui sont simultanés pour un observateur ne le sont pas nécessairement pour un autre observateur en mouvement par rapport au premier. Cela signifie que le concept même de maintenant, d'instant présent partagé par tout l'univers, est une illusion. Il n'existe pas de temps universel, pas d'horloge cosmique qui batte le même rythme pour tous. Le temps est relatif. Il dépend de l'observateur, de son mouvement, de sa position dans l'univers. Cette révélation, à elle seule, aurait suffi à placer Einstein parmi les plus grands penseurs de l'humanité. La deuxième conséquence est la dilatation du temps. Une horloge en mouvement bat plus lentement qu'une horloge au repos. Ce n'est pas un effet mécanique. Ce n'est pas que l'horloge fonctionne mal ou que ses engrenages sont ralentis par quelque force mystérieuse. C'est le temps lui-même qui s'écoule plus lentement pour un objet en mouvement. Si un astronaute voyageait à une vitesse proche de celle de la lumière et revenait sur Terre, il constaterait que des années, voire des siècles, se sont écoulés sur notre planète, alors que pour lui, seuls quelques mois se sont passés. Ce n'est pas de la science-fiction. Cet effet a été mesuré avec une précision extraordinaire à l'aide d'horloges atomiques embarquées dans des avions et des satellites. Les satellites du système de positionnement global, le GPS, doivent corriger en permanence leurs horloges pour tenir compte de la dilatation du temps, sans quoi la précision du système se dégraderait de plusieurs kilomètres par jour. La troisième conséquence est la contraction des longueurs. Un objet en mouvement est plus court dans la direction de son mouvement qu'un objet identique au repos. Là encore, ce n'est pas une compression physique de l'objet, c'est l'espace lui-même qui se contracte dans la direction du mouvement. Si un vaisseau spatial voyageait à 90% de la vitesse de la lumière, sa longueur mesurée par un observateur au repos serait réduite à environ 44% de sa longueur au repos. L'espace, comme le temps, n'est pas fixe ni absolu. Il est malléable, élastique, dépendant du mouvement de l'observateur. Mais la conséquence la plus profonde de la relativité restreinte, celle qui nous intéresse le plus dans notre réflexion sur la nature de C, est la suivante. L'espace et le temps ne sont pas indépendants. Ils sont intimement liés, entrelacés, fusionnés en une seule entité quadridimensionnelle que nous appelons l'espace-temps. Ce que nous percevons comme de l'espace et ce que nous percevons comme du temps ne sont que des projections différentes de cette réalité unique, des ombres projetées sur les murs de notre perception limitée, un peu comme les ombres dans la caverne de Platon. Et c'est ici que la constante C révèle sa vraie nature. Dans les équations de la relativité restreinte, C apparaît partout, non pas comme la vitesse d'un objet, mais comme le facteur qui relie les mesures spatiales aux mesures temporelles. Quand Einstein écrit ses transformations de Lorentz, les formules qui permettent de passer d'un référentiel à un autre, C intervient systématiquement pour convertir des unités de temps en unités d'espace et inversement. C'est exactement comme un taux de change entre deux devises. Si un euro vaut 1 dollar et 10 centimes, ce taux de change n'est pas une vitesse, n'est pas un mouvement, n'est pas un objet qui se déplace. C'est un rapport, une équivalence, une correspondance entre deux façons de mesurer quelque chose. Einstein lui-même, dans ses écrits ultérieurs, a reconnu cette dimension profonde de C. Il a compris que sa constante n'était pas simplement la vitesse maximale de l'univers, mais plutôt la structure fondamentale de l'espace-temps lui-même. C'est la raison pour laquelle C apparaît dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la lumière ou avec le mouvement. C apparaît dans l'équation E est égal à mc au carré, qui relie la masse à l'énergie. C apparaît dans les équations de la relativité générale, qui décrivent la courbure de l'espace-temps par la matière. C apparaît dans les équations de la mécanique quantique relativiste, dans la constante de structure fine,
dans la relation entre l'énergie et la quantité de mouvement d'une particule. Partout, toujours, c'est là, non pas comme une vitesse, mais comme la constante structurelle de l'univers. Mais pour que cette idée atteigne sa pleine maturité, il faudrait attendre l'intervention d'un mathématicien lituanien-allemand dont le travail allait donner à la relativité restreinte sa forme géométrique définitive. Un mathématicien qui, ironiquement, avait été le professeur d'Einstein et qui avait un jour qualifié son ancien élève de chien paresseux. Cet homme s'appelait Hermann Minkowski et sa contribution allait changer à jamais notre façon de concevoir l'espace-temps. En 1908, Hermann Minkowski prononça une conférence qui débuta par ces mots mémorables. Dorénavant, l'espace en soi et le temps en soi sont condamnés à s'évanouir comme de simples ombres, et seule une sorte d'union des deux conservera une réalité indépendante. Cette déclaration, aussi poétique que scientifique, résumait avec une concision admirable la révolution conceptuelle qu'il s'apprêtait à présenter. Minkowski avait compris que la relativité restreinte d'Einstein n'était pas simplement une théorie physique. C'était, en son essence, une théorie géométrique. Et cette géométrie allait révéler la vraie nature de la constante C d'une façon qu'Einstein lui-même n'avait pas pleinement appréciée au départ. Pour comprendre la contribution de Minkowski, faisons d'abord un détour par la géométrie ordinaire, celle que nous avons tous apprise à l'école. Dans l'espace euclidien à 3 dimensions, il existe une quantité qui reste invariante, quelle que soit la façon dont on oriente les axes de coordonnées, la distance entre 2 points. Si 2 points sont séparés par une distance de 5 mètres, cette distance reste de 5 mètres, que l'on mesure avec un système d'axes orientés vers le nord ou vers l'est, que l'on fasse tourner les axes de 30 degrés ou de 70 degrés. La distance est un invariant géométrique. Mathématiquement, la distance au carré est égale à la somme des carrés des différences de coordonnées. Delta x au carré plus delta x au carré plus delta z au carré. C'est le théorème de Pythagore, la pierre angulaire de la géométrie euclidienne. Minkowski réalisa que la relativité restreinte possédait un invariant analogue, mais avec une différence cruciale. Dans l'espace-temps à 4 dimensions, la quantité qui reste la même pour tous les observateurs n'est pas la distance spatiale entre 2 événements, ni l'intervalle de temps qui les sépare, car ces 2 quantités changent d'un observateur à l'autre en raison de la contraction des longueurs et de la dilatation du temps. La quantité invariante est ce que Minkowski appela l'intervalle d'espace-temps, et sa formule est la suivante. L'intervalle au carré est égal à c au carré multiplié par delta t au carré, moins delta x au carré, moins delta prime au carré, moins delta z au carré. Remarquez le signe moins. C'est ce signe moins qui fait toute la différence. C'est lui qui distingue la géométrie de l'espace-temps de la géométrie euclidienne ordinaire. C'est lui qui donne à l'espace-temps sa structure si particulière, si différente de notre intuition quotidienne. Et remarquez aussi, et c'est absolument essentiel pour notre propos, le rôle que joue c dans cette formule. La constante c n'apparaît pas comme la vitesse d'un objet. Elle apparaît comme un facteur de conversion. Elle multiplie l'intervalle de temps delta t pour le convertir en une quantité qui a les mêmes unités que les intervalles spatiaux delta x, delta y et delta z. Sans cette conversion, l'expression n'aurait aucun sens, car on ne peut pas soustraire des mètres carrés de des secondes carrées. C'est c qui rend la soustraction possible, c qui traduit le temps en espace, c qui révèle que le temps et l'espace sont, au fond, la même chose mesurée dans des unités différentes. Pour rendre cette idée encore plus claire, les physiciens théoriciens ont pris l'habitude d'utiliser ce que l'on appelle des unités naturelles, un système d'unités dans lequel la constante c est tout simplement égale à 1. Dans ce système, les distances se mesurent en secondes-lumière ou les durées se mesurent en mètres, selon la convention choisie. Un mètre de temps, c'est le temps que met la lumière pour parcourir 1 mètre, soit environ 3 milliardièmes de seconde. Une seconde d'espace, c'est la distance que la lumière parcourt en 1 seconde, soit environ 300 000 km.
Dans ce système d'unités, l'intervalle de Minkowski devient simplement delta t au carré moins delta x au carré moins delta x au carré moins delta z au carré. La constante c a disparu. Elle s'est dissoute dans la structure même des unités, révélant ce qu'elle était depuis le début. Non pas une vitesse, mais un artefact de notre choix malheureux de mesurer l'espace et le temps dans des unités différentes. Pensons à cela un instant. Si des extraterrestres, quelque part dans la galaxie, avaient évolué avec une perception naturelle de l'espace-temps plutôt qu'avec notre perception séparée de l'espace et du temps, ils n'auraient jamais inventé le concept de vitesse de la lumière. Pour eux, c'est aussi absurde que de parler de la vitesse de conversion entre les mètres et les kilomètres. Nous savons qu'un kilomètre est égal à 1000 mètres. Ce n'est pas une vitesse, c'est un facteur de conversion entre deux unités qui mesurent la même chose, la distance. De la même façon, c est le facteur de conversion entre deux unités qui mesurent la même chose, l'extension dans l'espace-temps. Une seconde de temps est équivalente à environ 299 792 km d'espace. Ce n'est pas un mouvement, c'est une identité. La géométrie de Minkowski nous révèle également pourquoi rien ne peut dépasser c, et cette révélation est profondément différente de l'image populaire d'une barrière de vitesse. Dans l'image populaire, c est une sorte de mur invisible que les objets ne peuvent pas franchir, comme un mur du son cosmique. Mais dans la géométrie de Minkowski, la limitation n'a rien à voir avec un mur ou une barrière. Elle est intrinsèque à la structure même de l'espace-temps. Pour comprendre cela, il faut introduire le concept de cône de lumière, l'une des constructions géométriques les plus belles et les plus profondes de toute la physique. Imaginons un événement, c'est-à-dire un point dans l'espace-temps défini par un lieu et un instant. À partir de cet événement, traçons toutes les trajectoires possibles de la lumière dans toutes les directions. Comme la lumière se propage à la même vitesse dans toutes les directions, ces trajectoires forment un cône dans un diagramme d'espace-temps, avec l'événement au sommet. Ce cône, c'est le cône de lumière. Il divise l'espace-temps en trois régions distinctes. L'intérieur du cône futur contient tous les événements que l'événement au sommet peut influencer. L'intérieur du cône passé contient tous les événements qui ont pu influencer l'événement au sommet. Et l'extérieur du cône contient tous les événements qui sont causalement déconnectés de l'événement au sommet, des événements qu'il ne peut ni influencer, ni être influencé par eux. Dire que rien ne peut dépasser c, dans ce langage géométrique, c'est simplement dire qu'un objet massif est confiné à l'intérieur de son cône de lumière. Sa trajectoire dans l'espace-temps, ce que les physiciens appellent sa ligne d'univers, doit toujours rester à l'intérieur du cône. Ce n'est pas une question de puissance de moteur ou de quantité d'énergie disponible. C'est une contrainte géométrique, aussi absolue et incontournable que le fait qu'un point sur la surface d'une sphère ne peut pas se trouver en dehors de la sphère. La limitation n'est pas dynamique, elle est géométrique. Elle n'est pas imposée par une force extérieure, elle est inscrite dans la structure même de l'espace-temps. Et c'est exactement ce que Feynman avait compris. Quand il disait que la vitesse de la lumière n'est pas une vitesse, il pointait vers cette vérité géométrique profonde. C n'est pas la vitesse d'un objet qui se déplace dans un espace préexistant. C est la pente du cône de lumière, la frontière entre ce qui est causalement connecté et ce qui ne l'est pas. C est la structure causale de l'univers, le squelette géométrique sur lequel toute la physique est construite. Appeler cela une vitesse, c'est comme appeler la pente d'une montagne une vitesse. La pente d'une montagne décrit la géométrie du terrain, pas le mouvement d'un objet. De la même façon, C décrit la géométrie de l'espace-temps, pas le mouvement de la lumière. Maintenant que nous avons vu comment la constante C émerge naturellement de la géométrie de l'espace-temps, approfondissons cette idée de facteur de conversion, car c'est peut-être l'analogie la plus puissante et la plus accessible pour comprendre ce que Feynman voulait dire. Et comme toute bonne analogie, elle nous révélera des aspects de la réalité que nous n'aurions pas soupçonnés autrement. Considérons un exemple tiré de la vie quotidienne.
Imaginons que nous vivions dans un pays où les distances nord-sud se mesurent en miles et les distances est-ouest en kilomètres. Ce serait évidemment absurde et peu pratique, mais imaginons-le quand même. Dans un tel pays, si nous voulions calculer la distance en ligne droite entre deux villes, nous ne pourrions pas simplement appliquer le théorème de Pythagore en ajoutant le carré de la distance nord-sud au carré de la distance est-ouest, car les unités seraient incompatibles. Il nous faudrait d'abord convertir l'une des distances dans l'unité de l'autre. Et pour cela, nous aurions besoin d'un facteur de conversion. Un mile est égal à 1,609 km. Ce facteur de conversion n'est pas une vitesse. Ce n'est pas un objet qui se déplace. C'est simplement le rapport entre deux unités qui mesurent la même chose, la distance, mais avec des conventions différentes. La situation avec l'espace et le temps est exactement analogue, mais beaucoup plus profonde. L'humanité, au cours de son histoire, a développé deux systèmes de mesure séparés, pour deux aspects de la réalité qu'elle percevait comme fondamentalement différents. Nous mesurons l'espace en mètres, en kilomètres, en années-lumière. Nous mesurons le temps en secondes, en heures, en années. Ces deux systèmes de mesure nous semblent aussi naturels et aussi distincts que le jour et la nuit. Et pourtant, la relativité nous enseigne que l'espace et le temps sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont tous les deux des extensions dans l'espace-temps. La seule raison pour laquelle nous les mesurons dans des unités différentes est que notre expérience quotidienne, limitée à des vitesses très faibles par rapport à c, ne nous a jamais permis de percevoir leur unité fondamentale. La constante c est le facteur de conversion entre ces deux systèmes de mesure. Une seconde de temps est équivalente à c mètres d'espace, c'est-à-dire environ 299 792 458 mètres. Ce nombre n'est pas une vitesse. C'est un taux de change, une équivalence, tout comme un mile est égal à 1,609 km. La seule raison pour laquelle nous percevons ce nombre comme une vitesse est que nous vivons dans un monde où l'espace et le temps nous semblent être des choses différentes, de la même façon que les habitants de notre pays hypothétique pourraient percevoir le facteur 1,609 comme une sorte de vitesse de conversion entre le nord et l'est. Cette analogie peut être poussée encore plus loin. Dans notre pays hypothétique, un physicien particulièrement malin pourrait réaliser que les miles et les kilomètres mesurent la même chose et proposer un système d'unités unifié dans lequel toutes les distances, qu'elles soient nord-sud ou est-ouest, se mesurent dans la même unité. Dans ce système unifié, le facteur de conversion disparaîtrait tout simplement. Il n'y aurait plus besoin de convertir des miles en kilomètres, car tout serait en kilomètres ou tout serait en miles, peu importe. Le facteur 1,609 cesserait d'exister en tant que nombre pertinent. C'est exactement ce qui se passe quand les physiciens utilisent les unités naturelles dans lesquelles c est égal à 1. Dans ces unités, l'espace et le temps se mesurent dans la même unité. On peut mesurer le temps en mètres, auquel cas 1 mètre de temps est le temps que met la lumière pour parcourir 1 mètre. Ou on peut mesurer l'espace en secondes, auquel cas 1 seconde d'espace est la distance que la lumière parcourt en 1 seconde. Le facteur c disparaît de toutes les équations, révélant que ce n'était qu'un artefact de notre convention de mesure, pas une propriété fondamentale de la nature. Quand on écrit E est égal à mc au carré en unité naturelle, l'équation devient simplement m est égal à m. L'énergie et la masse. Elles sont la même chose, mesurées dans les mêmes unités. Le c au carré n'était qu'un facteur de conversion, nécessaire uniquement parce que nous avions choisi de mesurer l'énergie en joules et la masse en kilogrammes. Feynman adorait cette façon de voir les choses. Pour lui, la physique était avant tout une question de structure, de relations, de motifs. Les nombres, les unités, les conventions étaient des ornements, parfois utiles, parfois trompeurs, mais jamais essentiels. Ce qui comptait, c'était la structure sous-jacente,
le squelette mathématique de la réalité. Et dans ce squelette, c n'est pas une vitesse, c'est un 1. C'est l'identité entre l'espace et le temps, l'affirmation que ces deux aspects de notre expérience sont, au niveau le plus fondamental, une seule et même chose. Pour rendre cette idée encore plus concrète, pensons à la façon dont la rotation fonctionne dans l'espace ordinaire. Si vous êtes face au nord et que vous tournez de 90 degrés vers la droite, vous faites face à l'est. Ce qui était devant vous, le nord, est devenu votre gauche. Ce qui était à votre droite, l'est, est devenu ce qui est devant vous. La rotation a mélangé les coordonnées nord-sud et est-ouest, mais la distance totale à un objet n'a pas changé. Si un arbre était à 5 mètres de vous avant la rotation, il est toujours à 5 mètres après la rotation. Ce qui a changé, c'est la répartition de cette distance entre les directions nord-sud et est-ouest. La distance est l'invariant. La répartition entre les directions est relative à votre orientation. En relativité restreinte, le changement de référentiel, le passage d'un observateur à un autre en mouvement par rapport au premier, est une sorte de rotation dans l'espace-temps. Mais au lieu de mélanger le nord et l'est, cette rotation mélange l'espace et le temps. Ce qui était du temps pour un observateur devient un mélange de temps et d'espace pour un autre. Ce qui était de l'espace pour l'un devient un mélange d'espace et de temps pour l'autre. L'intervalle d'espace-temps de Minkowski est l'invariant, l'analogue de la distance en géométrie ordinaire. Et c est le facteur qui rend cette rotation possible. Le facteur qui assure que l'espace et le temps ont les bonnes unités pour pouvoir être mélangés. C'est pourquoi Feynman insistait tant sur le fait que c n'est pas une vitesse. Dire que c est une vitesse, c'est comme dire que le facteur qui permet de convertir des degrés en radians est une vitesse angulaire. C'est confondre la structure géométrique de l'espace-temps avec le mouvement d'un objet particulier dans cet espace-temps. La lumière voyage à c non pas parce que c est la vitesse de la lumière, mais parce que les particules sans masse se déplacent le long des géodésiques nuls de l'espace-temps, les lignes le long desquelles l'intervalle de Minkowski est exactement 0. C'est la géométrie de l'espace-temps qui détermine la trajectoire de la lumière, pas l'inverse. Et si nous pouvions poser la question à Feynman directement, il ajouterait probablement, avec son humour caractéristique, que nommer c la vitesse de la lumière est un accident historique regrettable. Nous l'appelons ainsi parce que c'est dans le contexte de l'étude de la lumière que cette constante a été découverte pour la première fois. Mais c'est un peu comme appeler le nombre pi le rapport du périmètre au diamètre d'un cercle. C'est vrai, bien sûr, mais pi apparaît dans des centaines de contextes qui n'ont absolument rien à voir avec les cercles, depuis la distribution normale en statistique jusqu'aux séries infinies en analyse mathématique, en passant par les équations de la mécanique quantique et la théorie des nombres. De la même façon, c apparaît dans des centaines de contextes qui n'ont rien à voir avec la lumière, et sa signification profonde ne peut être saisie que si l'on cesse de l'associer au mouvement d'une onde électromagnétique pour commencer à la voir, comme ce qu'elle est réellement, la constante structurelle de l'espace-temps. Aucune discussion sur la vraie nature de c ne serait complète sans un examen approfondi de l'équation la plus célèbre de toute la physique. E est égal à mc au carré. Cette formule, que presque tout le monde peut réciter mais que très peu comprennent véritablement, est souvent présentée comme signifiant que la masse peut être convertie en énergie et vice-versa. C'est correct, mais c'est comme dire que le théorème de Pythagore signifie qu'on peut calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. C'est vrai, mais cela passe à côté de la signification profonde du théorème, qui concerne la géométrie de l'espace euclidien. La signification profonde de E est égale à mc au carré ne concerne pas la conversion de la masse en énergie. Elle concerne l'identité de la masse et de l'énergie. Ces deux quantités, que la physique classique considérait comme fondamentalement différentes, l'une étant une mesure de l'inertie d'un corps et l'autre une mesure de sa capacité à effectuer un travail, sont en réalité la même chose. Elles sont liées par le facteur c au carré, qui, comme nous l'avons vu, n'est pas une vitesse au carré, mais le carré du facteur de conversion entre l'espace et le temps.
En unité naturelle, où C est égal à 1, l'équation devient E est égal à m. L'énergie est la masse. Point final. Il n'y a pas de conversion, pas de transformation, pas de processus mystérieux par lequel une chose se change en une autre. Il y a simplement deux noms différents pour la même réalité physique, deux façons différentes de mesurer la même quantité fondamentale. La masse d'un objet n'est rien d'autre que son énergie au repos, mesurée dans des unités qui reflètent la vraie structure de l'espace-temps. Et l'énergie au repos d'un objet n'est rien d'autre que sa masse, mesurée dans des unités qui reflètent nos conventions historiques. Le facteur C au carré, dans cette perspective, est simplement le facteur de conversion nécessaire, parce que nous avons historiquement choisi de mesurer la masse en kilogrammes et l'énergie en joules. Ces deux unités sont liées par C au carré, qui vaut environ 9 fois 10 à la puissance 16 mètres carrés par seconde au carré. C'est un nombre énorme, ce qui signifie qu'une petite quantité de masse correspond à une énorme quantité d'énergie. Un kilogramme de matière, s'il était intégralement converti en énergie, libérerait environ 90 000 milliards de joules, l'équivalent de l'énergie dégagée par l'explosion de 21 mégatonnes et demi de TNT. C'est cette disproportion extraordinaire qui rend possible l'énergie nucléaire et, hélas, les armes nucléaires. Mais ce qui est important pour notre propos, ce n'est pas la valeur numérique de C au carré. C'est le fait que C au carré est un facteur de conversion, pas une vitesse au carré. Quand nous disons qu'un euro vaut 1 dollar et 10 centimes, le nombre 1,10 n'est pas une vitesse, une force ou un objet physique. C'est un rapport entre deux unités de mesure. De la même façon, C au carré est un rapport entre les unités de masse et les unités d'énergie. Un rapport qui existe parce que la masse et l'énergie sont la même chose mesurée dans des unités différentes. Feynman comprenait cela avec une clarté cristalline. Dans ses célèbres cours de physique, il insistait sur le fait que l'énergie et la masse ne sont pas transformées l'une en l'autre dans les réactions nucléaires. Il n'y a pas de moment magique où des kilogrammes se changent en joules. Ce qui se passe, c'est que de l'énergie qui était piégée sous forme de masse, c'est-à-dire de l'énergie au repos, est libérée sous d'autres formes, l'énergie cinétique des fragments de fission, l'énergie des photons gamma, l'énergie cinétique des neutrons. La quantité totale d'énergie, que l'on peut mesurer en joules ou en kilogrammes selon la convention choisie, reste exactement la même avant et après la réaction. L'énergie est conservée, comme toujours. Ce qui change, c'est la forme sous laquelle cette énergie se manifeste. Cette perspective jette une lumière nouvelle sur la nature même de la matière. Quand nous pesons un objet, quand nous mesurons sa masse, que mesurons-nous réellement? Nous mesurons son énergie totale au repos, convertie en kilogrammes par le facteur C au carré. Cette énergie inclut l'énergie de masse des quarks et des électrons qui composent les atomes, mais aussi l'énergie cinétique de ces particules à l'intérieur des nucléons, l'énergie potentielle des interactions entre les quarks via la force nucléaire, forte, l'énergie de liaison nucléaire, l'énergie de liaison chimique et même l'énergie thermique des vibrations atomiques. Toutes ces formes d'énergie contribuent à ce que nous appelons la masse de l'objet. En fait, pour un proton, la masse des quarks qui le composent ne représente qu'environ 1% de sa masse totale. Les 99% restants proviennent de l'énergie des interactions de la chromodynamique quantique à l'intérieur du proton. La masse que nous percevons est, pour l'essentiel, de l'énergie pure. Ce constat nous ramène directement à l'intuition de Feynman. Si C était réellement une vitesse, au sens ordinaire du terme, il serait profondément mystérieux qu'elle apparaisse dans une équation reliant la masse à l'énergie. Quel rapport y aurait-il entre la vitesse d'un photon et l'énergie contenue dans un kilogramme de plomb? Aucun, si C était une vitesse. Mais si C est le facteur de conversion fondamental entre l'espace et le temps, alors sa présence dans l'équation E est égale à mc au carré devient parfaitement naturelle. La masse, qui est une mesure de la résistance d'un objet à l'accélération, est liée à l'énergie
par un facteur qui dépend de la structure de l'espace-temps, car c'est cette structure qui détermine comment la matière se comporte, comment elle résiste au changement de mouvement, comment elle courbe l'espace-temps autour d'elle. Ainsi, E est égal à mc au carré n'est pas une formule sur la lumière. C'est une formule sur la géométrie de l'espace-temps. C'est une affirmation sur l'identité profonde entre la masse et l'énergie. Une identité qui n'est visible que lorsqu'on reconnaît C pour ce qu'il est, le facteur de conversion universel entre l'espace et le temps, la clé de voûte de la structure géométrique de l'univers. Si la vitesse de la lumière n'est pas une vitesse, pourquoi la lumière voyage-t-elle à C? Cette question, qui peut sembler paradoxale, possède en réalité une réponse d'une beauté et d'une profondeur extraordinaire. Et cette réponse nous plonge au cœur de la structure géométrique de l'espace-temps, dans un territoire où l'intuition quotidienne doit céder la place à la rigueur mathématique. Dans la géométrie de Minkowski, chaque objet trace une trajectoire dans l'espace-temps que l'on appelle sa ligne d'univers. Pour un objet au repos, cette ligne d'univers est une simple droite verticale dans un diagramme d'espace-temps. L'objet ne se déplace pas dans l'espace, mais il avance dans le temps. Pour un objet en mouvement, la ligne d'univers est une droite inclinée, ou une courbe si le mouvement n'est pas uniforme. Le long de chaque ligne d'univers, on peut mesurer ce que les physiciens appellent le temps propre, c'est-à-dire le temps tel qu'il est vécu par l'objet lui-même, le temps mesuré par une horloge qui voyage avec l'objet. Voici maintenant l'idée clé, l'une des plus profondes de toute la relativité. Tout objet dans l'univers se déplace dans l'espace-temps à la même vitesse. C'est, oui, vous avez bien lu, vous, moi, la chaise sur laquelle vous êtes assis, la planète Terre, tout se déplace à travers l'espace-temps à la vitesse c. Mais comment est-ce possible? Comment pouvons-nous être assis immobiles sur notre chaise et nous déplacer à 300 000 km par seconde en même temps? La réponse est que notre mouvement se répartit entre l'espace et le temps. Quand nous sommes au repos dans l'espace, toute notre vitesse dans l'espace-temps est dirigée dans la direction temporelle. Nous nous déplaçons à séquer dans le temps, ce qui signifie simplement que le temps s'écoule pour nous à un rythme d'une seconde par seconde. Quand nous commençons à nous déplacer dans l'espace, une partie de notre vitesse dans l'espace-temps est redirigée de la direction temporelle vers la direction spatiale. Notre vitesse dans le temps diminue, et le temps s'écoule plus lentement pour nous. C'est la dilatation du temps, expliquée de la façon la plus élégante possible. Cette image, popularisée par le physicien Brian Greene, mais profondément enracinée dans l'intuition de physiciens comme Feynman, est extraordinairement révélatrice. Plus un objet se déplace vite dans l'espace, plus lentement il se déplace dans le temps. C'est un jeu à somme constante, un budget de vitesse fixe dans l'espace-temps que chaque objet doit répartir entre le mouvement spatial et le mouvement temporel. Et la valeur de ce budget est précisément c. Maintenant, que se passe-t-il quand un objet se déplace à c dans l'espace? Toute sa vitesse dans l'espace-temps est dirigée dans la direction spatiale. Il ne lui reste rien pour la direction temporelle. Pour cet objet, le temps ne s'écoule pas du tout. Le temps est gelé, figé, immobile. C'est exactement ce qui arrive aux photons, les particules de lumière. Un photon ne vieillit jamais. Pour un photon, le temps n'existe pas. Du point de vue du photon, il est émis et absorbé au même instant, quel que soit le nombre d'années-lumière qu'il parcourt dans notre référentiel. Un photon, émis par une étoile à des milliards d'années-lumière et absorbé par votre rétine des milliards d'années plus tard dans notre référentiel, n'a, de son propre point de vue, existé qu'un seul instant. Un instant sans durée, un point dans le temps. Cette propriété extraordinaire des photons découle directement de leur masse nulle. Une particule sans masse ne peut pas se déplacer à une vitesse inférieure à c. Ce n'est pas qu'elle choisit de voyager à c, ce n'est pas qu'une force la propulse à c, c'est que la structure de l'espace-temps ne lui offre aucune autre possibilité. Dans la géométrie de Minkowski, une particule sans masse
suit ce que l'on appelle une géodésique nulle, une trajectoire le long de laquelle l'intervalle d'espace-temps est exactement zéro. Rappelons la formule. L'intervalle au carré est égal à c au carré fois delta t au carré moins delta x au carré. Pour un photon, cet intervalle est nul, ce qui signifie que delta x est égal à c fois delta t. C'est de là que vient la vitesse c de la lumière. Ce n'est pas une propriété dynamique du photon, c'est une propriété géométrique de l'espace-temps. Pour bien saisir la profondeur de cette idée, faisons une analogie. Imaginons la surface de la Terre. Sur cette surface, il existe des lignes particulières appelées les grands cercles, qui sont les trajectoires les plus courtes entre deux points de la surface. L'équateur est un grand cercle. Les méridiens sont des grands cercles. Un avion qui veut aller d'un point à un autre de la façon la plus économique suit un grand cercle. La route que suit l'avion n'est pas déterminée par la vitesse de l'avion ou par la puissance de ses moteurs. Elle est déterminée par la géométrie de la surface terrestre. De la même façon, la trajectoire d'un photon dans l'espace-temps n'est pas déterminée par une propriété du photon ou par une force qui agit sur lui. Elle est déterminée par la géométrie de l'espace-temps. Le photon suit une géodésique nulle, pour la même raison qu'un avion suit un grand cercle. C'est ce que la géométrie impose. Et c'est ici que l'intuition de Feynman atteint son expression la plus pure. La vitesse de la lumière n'est pas une vitesse parce que la lumière ne se déplace pas dans l'espace. La lumière suit la géométrie de l'espace-temps. Elle ne choisit pas sa vitesse plus qu'une bille roulant dans une gouttière ne choisit sa trajectoire. C'est la gouttière, c'est-à-dire la structure de l'espace-temps, qui détermine le mouvement. Et la constante c n'est pas une propriété du mouvement de la lumière. C'est une propriété de la gouttière. C'est la pente, l'inclinaison, la géométrie de l'espace-temps lui-même. Les implications de cette perspective sont vertigineuses. Si c est une propriété de l'espace-temps et non de la lumière, alors même dans un univers hypothétique sans lumière, sans photons, sans électromagnétisme, la constante c existerait toujours. Elle serait toujours la pente du cône de lumière, bien qu'il n'y ait pas de lumière pour voyager le long de ce cône. Elle serait toujours le facteur de conversion entre l'espace et le temps. Elle serait toujours la vitesse maximale à laquelle l'information peut se propager. C'est pour cela que certains physiciens, soucieux de clarté conceptuelle, préfèrent appeler c non pas la vitesse de la lumière, mais la vitesse de la causalité, ou même la constante d'Einstein. L'expression vitesse de la causalité est sans doute la meilleure façon de décrire ce que c représente réellement. Et c'est un terme que Feynman aurait probablement apprécié pour sa précision conceptuelle. Car ce que c mesure, au fond, ce n'est pas à quelle vitesse la lumière se propage. C'est à quelle vitesse une cause peut produire un effet. C'est la vitesse maximale à laquelle l'information, l'influence, le lien causal entre deux événements peut se transmettre à travers l'espace-temps. Pour comprendre cette idée, pensons à ce que signifie le concept de causalité en physique. La causalité, c'est le lien entre une cause et son effet. Si j'appuie sur un interrupteur et que la lumière s'allume, l'action d'appuyer sur l'interrupteur est la cause et l'allumage de la lumière est l'effet. La cause précède toujours l'effet dans le temps, et il faut un mécanisme physique, un signal, une interaction pour transmettre l'influence de la cause à l'effet. Ce signal, quelle que soit sa nature, se propage à une vitesse finie. Et cette vitesse ne peut jamais dépasser c. Ce n'est pas seulement la lumière qui est limitée à c, c'est tout. Les ondes gravitationnelles, ces ondulations de l'espace-temps prédites par Einstein et détectées pour la première fois en 2015 par l'observatoire LIGO, se propagent à c. L'interaction nucléaire forte, qui maintient les quarks ensemble à l'intérieur des protons et des neutrons, se propage à c. L'interaction faible, responsable de certaines formes de radioactivité, se propage à c. Toute interaction fondamentale, toute transmission d'informations, tout lien causal entre deux événements est limité par cette même constante. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence directe du fait que c est la structure même de l'espace-temps.
pas une propriété d'un type particulier de signal. L'idée que rien ne peut dépasser c est souvent mal comprise par le grand public. On s'imagine qu'il s'agit d'une limitation technologique, comme le mur du son que les avions ont fini par franchir. Avec suffisamment de puissance, avec un moteur assez puissant, ne pourrait-on pas dépasser c? La réponse est un non catégorique, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire. Ce n'est pas qu'il faudrait une énergie infinie pour atteindre c, bien que ce soit vrai pour une particule massive. C'est que dépasser c n'a littéralement aucun sens géométrique. C'est comme demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. La question semble avoir un sens linguistique, mais elle n'en a aucun géométrique. Le pôle Nord n'est pas la limite nord de la Terre, au-delà de laquelle il y aurait plus de nord. C'est le point où le concept même de nord cesse d'exister. De la même façon, c n'est pas la limite supérieure d'un spectre de vitesse. C'est le point où le concept même de vitesse, tel que nous le comprenons, se transforme en quelque chose de qualitativement différent. La relativité générale d'Einstein, publiée en 1915, approfondit encore cette perspective. Dans la relativité générale, l'espace-temps n'est plus plat comme dans la relativité restreinte. Il est courbe, déformé par la présence de masse et d'énergie. La gravitation n'est plus une force au sens newtonien du terme. C'est la manifestation de la courbure de l'espace-temps. Les planètes ne tournent pas autour du Soleil parce qu'une force invisible les tire vers lui. Elles suivent les trajectoires les plus naturelles, les géodésiques, dans un espace-temps courbé par la masse du Soleil. Et dans cet espace-temps courbé, la constante c conserve exactement le même rôle. Elle est la pente locale du cône de lumière, le facteur de conversion locale entre l'espace et le temps. Le mot « local » est important ici. Dans un espace-temps courbe, la vitesse de la lumière, mesurée localement par un observateur donné, est toujours c. Mais la vitesse de la lumière mesurée à distance, par un observateur éloigné, peut sembler différente de c. Par exemple, un photon passant près d'un trou noir semblera ralentir du point de vue d'un observateur lointain. À l'approche de l'horizon des événements, la surface du trou noir au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, le photon semblera presque s'arrêter. Mais du point de vue d'un observateur local, au voisinage immédiat du photon, celui-ci se déplace toujours à c. Ce n'est pas la lumière qui ralentit, c'est l'espace-temps lui-même qui est si déformé que les distances et les durées mesurées par l'observateur lointain sont profondément altérées. Cette distinction entre mesures locales et mesures à distance est cruciale et illustre encore une fois pourquoi c n'est pas une vitesse au sens ordinaire. La vitesse d'une voiture peut être mesurée de la même façon par un observateur dans la voiture et par un observateur au bord de la route, aux corrections relativistes près qui sont négligeables à des vitesses humaines. Mais la vitesse de la lumière ne peut être définie de manière univoque que localement. À distance, elle dépend de la géométrie de l'espace-temps entre l'observateur et le photon, une géométrie qui peut être arbitrairement compliquée. Cela confirme que c n'est pas une propriété du mouvement de la lumière, mais une propriété de la structure locale de l'espace-temps. La détection des ondes gravitationnelles par LIGO en 2015 a fourni une confirmation spectaculaire de cette vision. Les ondes gravitationnelles, qui sont des ondulations de l'espace-temps lui-même, se propagent à c. Cela a été vérifié de façon indépendante en 2017, lorsque la fusion de deux étoiles à neutrons a été observée simultanément par LIGO sous forme d'ondes gravitationnelles et par des télescopes sous forme de lumière. Les deux signaux sont arrivés pratiquement au même instant, après avoir voyagé pendant 130 millions d'années à travers l'espace. La différence entre les temps d'arrivée était de moins de 2 secondes, confirmant que les ondes gravitationnelles et la lumière se propagent à la même vitesse avec une précision extraordinaire. Ce résultat est profondément significatif. Les ondes gravitationnelles ne sont pas des ondes électromagnétiques. Elles n'ont rien à voir avec la lumière, avec les photons, avec l'électricité ou le magnétisme. Ce sont des déformations de l'espace-temps lui-même, des vagues dans le tissu de la réalité. Et pourtant, elles se propagent à c. Pourquoi?
Parce que c n'est pas la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la causalité, la vitesse à laquelle la structure de l'espace-temps peut se modifier et transmettre cette modification d'un point à un autre. C'est la vitesse de l'espace-temps lui-même, pas la vitesse de quelque chose qui se déplace dans l'espace-temps. Richard Feynman n'était pas seulement un penseur profond en relativité. Il était avant tout un physicien quantique, l'un des architectes de l'électrodynamique quantique, la théorie qui décrit l'interaction entre la lumière et la matière avec une précision stupéfiante. Ces diagrammes de Feynman, ces représentations graphiques élégantes des interactions entre particules, sont devenus l'outil de travail quotidien de toute une génération de physiciens. Et c'est dans le cadre de la physique quantique que l'intuition de Feynman sur la nature de C prend une dimension supplémentaire. En mécanique quantique, les particules ne se déplacent pas le long de trajectoires bien définies comme dans la mécanique classique. Au lieu de cela, elles explorent simultanément toutes les trajectoires possibles entre deux points. Et la probabilité d'observer la particule à un endroit donné est déterminée par l'interférence entre toutes ces trajectoires. C'est la formulation par intégrale de chemin de la mécanique quantique, l'une des contributions les plus brillantes de Feynman à la physique. Dans cette formulation, chaque trajectoire contribue à l'amplitude de probabilité avec un poids qui dépend de l'action le long de cette trajectoire, une quantité qui intègre le Lagrangien de la particule sur toute la durée de son mouvement. Quand on applique cette formulation aux particules sans masse, comme les photons, quelque chose de remarquable se produit. Les trajectoires qui dominent la somme sont celles qui longent les géodésiques nulles de l'espace-temps, c'est-à-dire les trajectoires le long desquelles l'intervalle de Minkowski est nul. Ce sont les trajectoires qui correspondent à une propagation à la vitesse c. Les autres trajectoires, celles qui correspondraient à des vitesses inférieures ou supérieures à cc, s'annulent mutuellement par interférence destructive. La vitesse c de la lumière émerge donc non pas comme une propriété imposée de l'extérieur, mais comme le résultat de l'interférence quantique entre une infinité de trajectoires possibles. C'est une idée d'une profondeur et d'une beauté extraordinaires. La lumière n'est pas rapide. La lumière n'a pas de vitesse au sens classique du terme. Ce qui se passe, c'est que la structure quantique de l'espace-temps sélectionne, par le mécanisme de l'interférence, les trajectoires qui correspondent à une propagation le long des géodésiques nuls. La constante c est imprimée dans cette sélection, dans la structure même du vide quantique. Feynman comprenait également que le vide quantique n'est pas le néant. C'est un bouillonnement incessant de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en un temps infinitésimalement court, empruntant de l'énergie au vide grâce au principe d'incertitude de Heisenberg. Ce vide quantique possède des propriétés physiques mesurables, comme la permittivité électrique du vide et la perméabilité magnétique du vide, les deux mêmes constantes qui apparaissaient dans les équations de Maxwell et qui déterminent la valeur de C. En d'autres termes, la valeur numérique de C est déterminée par les propriétés du vide quantique, par la structure de l'espace-temps au niveau le plus fondamental. La théorie quantique des champs, le cadre théorique qui combine la mécanique quantique et la relativité restreinte, fournit une perspective encore plus profonde. Dans cette théorie, les particules ne sont pas des objets ponctuels qui se déplacent dans un espace préexistant. Elles sont des excitations des champs quantiques qui imprègnent tout l'espace-temps. Un photon n'est pas un petit grain de lumière qui voyage à c. C'est une excitation du champ électromagnétique, une vibration quantique qui se propage le long d'une géodésique nulle de l'espace-temps. Un électron n'est pas une petite bille chargée. C'est une excitation du champ de Dirac. Un quark n'est pas un minuscule grain coloré. C'est une excitation du champ de quarks. Toutes ces excitations se propagent dans l'espace-temps selon les règles dictées par la géométrie de cet espace-temps. Et C est la constante qui encode cette géométrie. Dans ce cadre, la question pourquoi la lumière voyage-t-elle à C perd tout son sens. On ne demande pas pourquoi une vague se propage à la surface de l'océan. La vague n'est pas un objet qui se déplace.
C'est une perturbation de la surface de l'océan qui se transmet de proche en proche. De la même façon, un photon n'est pas un objet qui se déplace à c. C'est une perturbation du champ électromagnétique qui se transmet de proche en proche dans l'espace-temps à une vitesse déterminée par la géométrie de cet espace-temps. Feynman, avec sa capacité unique de voir à travers les formalismes mathématiques jusqu'à la vérité physique qu'ils encodent, comprenait tout cela intuitivement. Pour lui, la physique n'était pas un ensemble d'équations à résoudre. C'était un ensemble d'histoires à raconter, de visions à développer, de réalités à contempler. Et l'une de ces histoires les plus profondes, l'une de celles qui résonnent le plus longtemps dans l'esprit de ceux qui la comprennent, est précisément celle-ci. La vitesse de la lumière n'est pas une vitesse. C'est la structure de la réalité elle-même, le tissu sur lequel tout le reste est brodé. À ce stade de notre voyage, il est temps de revenir sur l'une des implications les plus profondes et les plus troublantes de l'idée de Feynman. Si C est le facteur de conversion entre l'espace et le temps, et si l'espace et le temps sont fondamentalement la même chose mesurée dans des unités différentes, alors que signifie cette identité pour notre expérience du monde? Comment se fait-il que nous percevions le temps et l'espace comme si radicalement différents, alors qu'au niveau le plus fondamental, ils sont une seule et même réalité? La réponse à cette question nous plonge dans des eaux philosophiques profondes, mais Feynman n'aurait pas eu peur de s'y aventurer. Il croyait fermement que la physique devait non seulement calculer, mais aussi comprendre, et que comprendre signifiait souvent affronter des vérités inconfortables sur la nature de notre perception. La première observation est que notre perception de la différence entre l'espace et le temps est liée à notre taille et à notre vitesse. Nous sommes des êtres macroscopiques qui se déplacent à des vitesses infimes par rapport à c. Pour nous, 1 kilomètre d'espace et 1 seconde de temps sont des quantités incommensurables. Nous pouvons traverser 1 kilomètre en quelques minutes de marche, mais nous ne pouvons pas arrêter 1 seconde ni revenir en arrière dans le temps. L'espace nous semble navigable, tandis que le temps nous semble irréversible et inexorable. Cette différence perçue est réelle à notre échelle, mais elle n'est pas fondamentale. Elle est un artefact de notre position dans l'univers, de notre petitesse, de notre lenteur. Pour comprendre cela, pensons à une analogie. Imaginons des créatures minuscules vivant à la surface d'un cylindre très long et très fin, si fin qu'elles ne peuvent pas le contourner. Pour ces créatures, le cylindre a 2 dimensions qualitativement différentes. La longueur, le long de laquelle elles peuvent se déplacer librement, et la circonférence, qui est si petite qu'elles ne la perçoivent pas ou qu'elles ne peuvent pas parcourir. Pour elles, le cylindre a une dimension spatiale, la longueur, et la circonférence est soit invisible, soit une sorte de dimension compacte dont elles n'ont pas l'expérience directe. Mais pour un observateur extérieur, les 2 dimensions sont de même nature. La longueur et la circonférence sont toutes 2 des dimensions spatiales. La différence perçue par les créatures est un artefact de leur taille par rapport aux dimensions du cylindre. De la même façon, la différence que nous percevons entre l'espace et le temps est un artefact de notre vitesse par rapport à c. Si nous pouvions nous déplacer à des vitesses proches de c, nous commencerions à percevoir le mélange de l'espace et du temps que la relativité prédit. Le temps commencerait à se comporter de façon spatiale, et l'espace commencerait à se comporter de façon temporelle. Les transformations de Lorentz, qui décrivent comment les mesures d'espace et de temps changent d'un référentiel à un autre, deviendraient une réalité perceptible, non pas un calcul abstrait. Il existe un concept en relativité qui illustre magnifiquement cette idée. Le temps propre. Le temps propre d'un objet est le temps mesuré par une horloge qui voyage avec cet objet. C'est le temps intrinsèque de l'objet, le temps qu'il expérimente subjectivement. Et le temps propre est directement relié à l'intervalle d'espace-temps de Minkowski. Pour un objet massif, l'intervalle d'espace-temps le long de sa trajectoire est toujours positif, ce qui signifie que la composante temporelle domine toujours la composante spatiale. C'est ce qui donne au temps sa qualité distinctive. Pour un objet massif,
il y a toujours plus de temps que d'espace le long de sa trajectoire. Et c'est la raison pour laquelle nous percevons le temps comme qualitativement différent de l'espace. Mais cette domination du temps sur l'espace est une question de degré, pas de nature. Plus un objet se déplace vite, plus la composante spatiale de son mouvement dans l'espace-temps augmente par rapport à la composante temporelle. À la limite, pour un photon, les deux composantes sont exactement égales. L'intervalle est nul, et la distinction entre espace et temps s'efface complètement. Le photon, en un sens, est l'être pour lequel l'espace et le temps sont véritablement et perceptiblement la même chose. Cette réflexion nous mène à l'une des questions les plus profondes de la physique et de la philosophie. Pourquoi le temps semble-t-il s'écouler? Pourquoi avons-nous l'impression que le temps est un fleuve qui nous emporte du passé vers le futur, alors que l'espace ne nous semble pas avoir cette qualité directionnelle? Cette question, connue sous le nom de problème de la flèche du temps, est l'une des plus anciennes et des plus difficiles de la physique. Et l'intuition de Feynman, selon laquelle l'espace et le temps sont fondamentalement la même chose, rend cette question encore plus aiguë. Si l'espace et le temps sont la même chose, pourquoi l'un semble-t-il s'écouler et l'autre non? La réponse complète à cette question fait encore l'objet de recherches actives. Mais une partie de la réponse se trouve dans la thermodynamique, dans le deuxième principe qui stipule que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter au fil du temps. C'est cette augmentation de l'entropie qui donne au temps sa direction apparente, du passé à faible entropie vers le futur à haute entropie. Mais cette direction n'est pas inscrite dans la structure de l'espace-temps lui-même. Les équations de la physique fondamentale, de la mécanique quantique à la relativité générale, sont symétriques par rapport au temps. Elles fonctionnent aussi bien en avant qu'en arrière. La flèche du temps est un phénomène émergent, une propriété des systèmes complexes, composés de très nombreuses particules, pas une propriété fondamentale de l'espace-temps. Feynman était profondément conscient de cette symétrie temporelle des lois fondamentales. Dans ces diagrammes, les antiparticules sont représentées comme des particules qui remontent le temps. Un positon, l'antiparticule de l'électron, est mathématiquement identique à un électron qui voyage vers le passé. Cette interprétation, proposée par Ernst Stuckelberg et développée par Feynman, n'est pas simplement un artifice de calcul. Elle révèle la symétrie profonde entre le passé et le futur au niveau fondamental. Une symétrie qui est cohérente avec l'idée que le temps et l'espace sont, au fond, de même nature. Tout cela nous ramène à la constante C. Si le temps et l'espace étaient vraiment des entités fondamentalement différentes, il serait mystérieux qu'un simple facteur de conversion puisse les relier. Comment pourrait-on convertir des pommes en oranges? Mais si le temps et l'espace sont la même chose, comme le suggèrent la relativité et l'intuition de Feynman, alors c'est aussi naturel et aussi peu surprenant que le facteur qui convertit des centimètres en mètres. C'est un déguisé, un artefact de notre choix conventionnel d'unité, pas une constante de la nature au sens profond du terme. Maintenant que nous avons exploré en profondeur l'idée de Feynman, prenons un moment pour mesurer ce qu'elle change dans notre compréhension de l'univers. Car il ne s'agit pas d'une simple curiosité intellectuelle, d'un réarrangement de mots sans conséquences pratiques. Il s'agit d'un changement de perspective qui transforme notre vision de la réalité à tous les niveaux. Premièrement, cette perspective change notre compréhension de la matière et de l'énergie. Si C est un facteur de conversion et non une vitesse, alors l'équation E est égale à mc au carré n'est pas une formule sur la lumière ou sur la vitesse. C'est une formule sur l'identité entre la masse et l'énergie, une identité qui est inscrite dans la structure de l'espace-temps. La masse n'est pas transformée en énergie dans les réactions nucléaires. La masse est de l'énergie, vue à travers le prisme de nos unités conventionnelles. Cette compréhension change notre façon de penser les étoiles, qui ne brûlent pas leur carburant nucléaire, mais réorganisent leur énergie-masse sous différentes formes. Elle change notre façon de penser la création de particules dans les accélérateurs, où l'énergie cinétique des protons en collision se manifeste sous forme de nouvelles particules, non pas par un processus de conversion, mais par une redistribution de
l'énergie-masse totale. Deuxièmement, cette perspective change notre compréhension de la gravitation. Dans la relativité générale, la gravitation est la courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. La constante c apparaît dans les équations d'Einstein de la relativité générale, non pas comme la vitesse de la lumière, mais comme le paramètre qui relie la géométrie de l'espace-temps à son contenu en matière et en énergie. C'est c qui détermine à quel point une masse donnée courbe l'espace-temps autour d'elle. C'est c qui fixe la relation entre la densité d'énergie et la courbure. Sans c, les équations d'Einstein n'auraient aucun sens, car elles relient des quantités géométriques, la courbure de l'espace-temps, à des quantités physiques, la densité d'énergie et de quantité de mouvement. Troisièmement, cette perspective change notre compréhension des trous noirs. Un trou noir n'est pas un objet qui attire la lumière par sa gravité, comme un aspirateur cosmique. Un trou noir est une région de l'espace-temps si intensément courbée que les cônes de lumière sont inclinés vers l'intérieur. Au-delà de l'horizon des événements, tous les chemins dans l'espace-temps, toutes les géodésiques, qu'elles soient nulles comme celles des photons ou de type temps comme celles des objets massifs, mènent vers la singularité centrale. Ce n'est pas que la lumière ne peut pas s'échapper, c'est que l'espace-temps lui-même est orienté de telle façon que le futur pointe vers l'intérieur du trou noir. S'échapper d'un trou noir serait comme voyager vers le passé, ce qui est géométriquement impossible. Quatrièmement, cette perspective change notre compréhension de la cosmologie. L'expansion de l'univers n'est pas l'expansion des galaxies dans un espace préexistant. C'est l'expansion de l'espace-temps lui-même. Les galaxies ne s'éloignent pas les unes des autres à travers l'espace. C'est l'espace entre elles qui s'étire, qui grandit, qui augmente. Et la constante c, dans ce contexte, joue un rôle crucial en déterminant l'horizon cosmologique, la distance maximale à partir de laquelle la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Cet horizon n'est pas déterminé par la vitesse de la lumière au sens d'un objet qui se déplace. Il est déterminé par la structure causale de l'espace-temps, par la taille des cônes de lumière dans un univers en expansion. Il est remarquable de noter que des galaxies situées au-delà de l'horizon cosmologique s'éloignent de nous à des vitesses apparentes supérieures à c. Cela peut sembler contradictoire avec la relativité, mais ce n'est pas le cas. Ces galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace à une vitesse supérieure à c. C'est l'espace entre elles et nous qui s'étire à un rythme tel que la distance qui nous sépare augmente plus vite que c. La limitation de c s'applique au mouvement local, à travers l'espace-temps, pas au taux d'expansion de l'espace-temps lui-même. Cette distinction subtile mais cruciale est parfaitement cohérente avec l'idée que c est une propriété de la structure locale de l'espace-temps, pas une limite universelle imposée de l'extérieur. Cinquièmement, et c'est peut-être le point le plus philosophique, cette perspective change notre compréhension de la nature du temps. Si l'espace et le temps sont fondamentalement la même chose, alors le temps n'est pas un fleuve qui s'écoule. Le temps est une dimension, une extension, une direction dans l'espace-temps. Le passé existe au même titre que le futur, de la même façon que le nord existe au même titre que le sud. Notre impression que le temps s'écoule, que le passé est disparu et que le futur n'existe pas encore, est une illusion de notre perspective limitée, une ombre sur le mur de la caverne platonicienne. Cette vision, connue sous le nom d'univers-bloc ou de bloc d'espace-temps, est l'une des conséquences les plus radicales de la relativité. Dans l'univers-bloc, tout l'espace-temps, passé, présent et futur, existe simultanément comme un bloc quadridimensionnel figé et immuable. Ce que nous percevons comme l'écoulement du temps n'est que notre mouvement le long de notre ligne d'univers dans ce bloc, un mouvement qui est lui-même déterminé par la géométrie de l'espace-temps. Feynman n'était pas dogmatique sur l'interprétation philosophique de la relativité. Il était avant tout un pragmatiste, un homme qui se fiait aux calculs et aux expériences plus qu'aux spéculations métaphysiques. Mais sa physique, ses calculs, ses diagrammes étaient tous cohérents avec cette vision de l'univers-bloc. Ces intégrales de chemin sommant sur toutes les trajectoires possibles dans l'espace-temps,
traitant le temps et l'espace de façon parfaitement symétrique. Ces antiparticules sont des particules qui remontent le temps. Sa formulation de la mécanique quantique est essentiellement atemporelle, décrivant des amplitudes de probabilité qui relient des configurations initiales à des configurations finales sans privilégier une direction temporelle. L'idée que C est un facteur de conversion plutôt qu'une vitesse peut sembler abstraite et philosophique, mais elle a des conséquences pratiques et expérimentales très concrètes. Chaque fois que nous utilisons la technologie moderne, nous bénéficions, souvent sans le savoir, de notre compréhension de la vraie nature de C. Le système de positionnement global, le GPS, est probablement l'exemple le plus frappant. Les satellites GPS portent des horloges atomiques d'une précision extraordinaire, capables de mesurer le temps avec une erreur de moins de quelques milliardièmes de seconde par jour. Pour déterminer votre position sur Terre, votre récepteur GPS compare les signaux de plusieurs satellites et calcule la distance à chacun d'eux en mesurant le temps que le signal a mis à voyager du satellite à votre appareil. Ce calcul utilise la vitesse de la lumière, bien sûr, mais il doit aussi tenir compte de deux effets relativistes. Le premier est la dilatation du temps due à la vitesse. Les satellites GPS orbitent la Terre à environ 14 000 km/h, ce qui est rapide par rapport aux vitesses quotidiennes, mais extrêmement lent par rapport à C. Néanmoins, cette vitesse est suffisante pour que les horloges des satellites retardent d'environ 7 microsecondes par jour par rapport aux horloges au sol. Le second effet est la dilatation gravitationnelle du temps. Les satellites se trouvent à environ 20 000 km d'altitude, où le champ gravitationnel de la Terre est plus faible qu'à la surface. Selon la relativité générale, une horloge dans un champ gravitationnel plus faible bat plus vite qu'une horloge dans un champ gravitationnel plus fort. Cet effet fait avancer les horloges des satellites d'environ 45 microsecondes par jour. L'effet net est une avance d'environ 38 microsecondes par jour. Cela peut sembler insignifiant, mais C multiplié par 38 microsecondes donne environ 11 km. Sans les corrections relativistes, la précision du GPS se dégraderait de 11 km par jour, rendant le système complètement inutile en quelques heures. Le GPS fonctionne parce que nous comprenons que C est le facteur de conversion entre l'espace et le temps, et que la façon dont ce facteur opère dépend du mouvement et de la gravité. Le GPS est, en un sens, une machine à mesurer la structure de l'espace-temps. Les accélérateurs de particules offrent un autre exemple spectaculaire. Au CERN, dans le grand collisionneur de Hadron, des protons sont accélérés à des vitesses qui atteignent 99,999999% de la vitesse de la lumière. À ces vitesses, les effets relativistes sont énormes. La masse effective des protons augmente considérablement, leur temps propre ralentit dramatiquement, et l'énergie nécessaire pour les accélérer davantage augmente de façon vertigineuse. Tout cela est parfaitement décrit par les équations de la relativité, dans lesquelles C apparaît comme le facteur de conversion entre la masse et l'énergie, entre l'espace et le temps, entre la quantité de mouvement et la fréquence. Les expériences de physique des particules ont confirmé avec une précision extraordinaire que C est bien une constante universelle, invariante, indépendante de la vitesse de la source ou de l'observateur. Les mesurages les plus précis de C, réalisés par interférométrie laser, donnent une valeur de 299 792 458 mètres par seconde avec une incertitude nulle, car le mètre est désormais défini en termes de C. Depuis 1983, le mètre est officiellement défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en un 399 792 458e de seconde. En d'autres termes, nous avons reconnu officiellement que C est une constante fondamentale et que c'est notre unité de longueur qui doit être définie en termes de C et non l'inverse. Cette définition du mètre est, en elle-même,
une reconnaissance implicite de l'idée de Feynman. En définissant le mètre en termes de la seconde et de c, nous reconnaissons que l'espace et le temps sont fondamentalement liés par c, et que c est le facteur de conversion qui permet de passer de l'un à l'autre. Nous avons essentiellement unifié nos unités de mesure de l'espace et du temps, exactement comme les habitants du pays hypothétique de notre analogie auraient pu unifier les miles et les kilomètres en définissant le mile en termes du kilomètre. La technologie des lasers, des fibres optiques, des télécommunications par satellite, de l'imagerie médicale par résonance magnétique, de la spectroscopie, de la métrologie de précision, tout cela repose sur une compréhension profonde de la nature de C et de son rôle dans la structure de l'espace-temps. Chaque fois que vous utilisez votre téléphone portable, chaque fois que vous regardez une image satellite, chaque fois qu'un médecin utilise une IRM pour examiner votre cerveau, la constante C est à l'œuvre, non pas comme la vitesse de la lumière, mais comme le facteur de conversion universel qui relie l'espace au temps, la masse à l'énergie, la cause à l'effet. Notre voyage nous a mené des équations de Maxwell au cône de lumière de Minkowski, de l'intuition d'Einstein au diagramme de Feynman, des profondeurs de la mécanique quantique aux applications technologiques quotidiennes. Mais l'histoire de C ne s'arrête pas là. Aux frontières de la connaissance physique, la constante C continue de jouer un rôle central, et les questions qu'elle soulève sont parmi les plus profondes de toute la physique contemporaine. L'une des questions les plus fondamentales est celle de la gravité quantique. Nous possédons deux théories extraordinairement précises pour décrire la nature. La mécanique quantique, qui décrit le comportement des particules à l'échelle subatomique, et la relativité générale, qui décrit le comportement de l'espace-temps à point d'intus, c'est-à-dire l'échelle cosmique. Ces deux théories sont incompatibles dans leur formulation actuelle. La mécanique quantique traite l'espace-temps comme un décor fixe, une scène sur laquelle les particules jouent leur spectacle quantique. La relativité générale traite l'espace-temps comme un acteur dynamique, qui se courbe, se déforme et interagit avec la matière. Une théorie de la gravité quantique unifierait ces deux descriptions, traitant l'espace-temps lui-même comme un objet quantique. Dans une théorie de la gravité quantique, la constante C jouerait probablement un rôle encore plus fondamental que dans les théories actuelles. Car si l'espace-temps lui-même est quantique, si l'espace et le temps sont composés de constituants discrets à l'échelle de Planck, qui est d'environ 1,6 fois 10 à la puissance moins 35 mètres, alors C serait la constante qui relie ces constituants spatiaux aux constituants temporels de l'espace-temps quantique. C serait, en quelque sorte, le ciment qui maintient ensemble les atomes d'espace et les atomes de temps. La théorie des cordes, l'une des candidates les plus étudiées pour une théorie de la gravité quantique, place C au cœur de sa structure. Les cordes fondamentales, ces objets unidimensionnels qui, selon la théorie, constituent la matière à l'échelle la plus fondamentale, vibrent dans un espace-temps dont la géométrie est déterminée par C. Les différentes modes de vibration des cordes donnent naissance aux différentes particules que nous observons. Et la masse de chaque particule est liée à l'énergie de vibration de la corde par le facteur C au carré, conformément à l'équation d'Einstein. La gravitation quantique à boucle, une autre approche de la gravité quantique, quantifie directement la géométrie de l'espace-temps. Dans cette théorie, l'espace est composé de quantas discrets d'air et de volume, et le temps avance par bonds discrets plutôt que de façon continue. La constante C apparaît dans les relations entre ces quantas, assurant la cohérence entre les dimensions spatiales et la dimension temporelle à l'échelle de Planck. Une question fascinante est de savoir si C a toujours eu la même valeur au cours de l'histoire de l'univers. Certains physiciens ont proposé des théories dans lesquelles C variait dans l'univers primitif, une idée connue sous le nom de théorie de la vitesse variable de la lumière, ou VSL. Si C est un facteur de conversion entre l'espace et le temps plutôt qu'une vitesse, la question de sa constance dans le temps prend une signification différente. Une variation de C signifierait un changement dans la structure même de l'espace-temps,
un changement dans la relation entre les dimensions spatiales et la dimension temporelle. Cela serait équivalent à un changement dans la géométrie fondamentale de l'univers, une possibilité théoriquement envisageable, mais pour laquelle aucune preuve expérimentale convaincante n'a été trouvée à ce jour. Les observations astronomiques les plus récentes, notamment les études des quasars lointains réalisées à l'aide des plus grands télescopes du monde, ont permis de tester la constance de C et d'autres constantes fondamentales avec une précision remarquable. La constante de structure fine, qui est une combinaison sans dimension de C, de la constante de Planck et de la charge de l'électron, a été mesurée dans la lumière de quasars située à des milliards d'années-lumière, c'est-à-dire telle qu'elle était il y a des milliards d'années. Les résultats sont cohérents, avec une constante inchangée au cours de l'histoire de l'univers, bien que de légères variations aient été rapportées par certaines équipes, des résultats qui restent controversés et qui n'ont pas été confirmés de manière indépendante. Si l'on découvrait un jour que C a varié au cours de l'histoire cosmique, ce serait une révolution comparable à celle provoquée par la relativité elle-même. Cela signifierait que la structure de l'espace-temps n'est pas fixée une fois pour toutes, mais qu'elle évolue, qu'elle change, qu'elle a une histoire. L'espace-temps ne serait plus simplement une scène sur laquelle l'univers joue sa pièce. Il serait lui-même un acteur, un personnage de l'histoire cosmique, avec un passé différent de son présent et un futur peut-être différent de son passé. Il y a, dans l'idée de Feynman, une beauté qui transcende la physique. C'est la beauté de l'unification, la beauté de découvrir que deux choses que l'on croyait différentes sont en réalité la même chose. Cette beauté a une longue histoire en physique. Newton a unifié la pomme qui tombe et la Lune qui orbite en montrant qu'elles obéissent à la même loi de la gravitation. Maxwell a unifié l'électricité et le magnétisme en montrant qu'ils sont les deux aspects d'un même phénomène électromagnétique. Einstein a unifié l'espace et le temps en montrant qu'ils sont les deux aspects d'un même espace-temps. Et Feynman, à sa manière, a poussé cette unification jusqu'à sa conclusion logique en montrant que C n'est pas une vitesse, mais le témoin de cette unité profonde. L'unification en physique n'est pas simplement une simplification esthétique, c'est une révélation de structure. Quand Newton unifie la pomme et la Lune, il ne simplifie pas seulement la physique. Il révèle que la Terre et le ciel obéissent aux mêmes lois, que l'univers est un tout cohérent, que les mêmes principes gouvernent le minuscule et le cosmique. Quand Maxwell unifie l'électricité et le magnétisme, il ne simplifie pas seulement l'électromagnétisme. Il révèle l'existence des ondes électromagnétiques, ce qui mène à la radio, à la télévision, aux télécommunications, à Internet. Chaque unification ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de comprendre et de manipuler le monde. L'unification de l'espace et du temps par la relativité a ouvert des portes que personne n'aurait pu imaginer. Elle a rendu possible l'énergie nucléaire, la compréhension de la structure des étoiles, la cosmologie du Big Bang, la prédiction et la découverte des trous noirs, des ondes gravitationnelles, des lentilles gravitationnelles. Elle a rendu possible le GPS, les accélérateurs de particules, les horloges atomiques, la métrologie de précision. Chacune de ces avancées découle, directement ou indirectement, de la reconnaissance que l'espace et le temps sont une seule entité et que C est le facteur qui les relie. Feynman voyait dans cette unification non seulement une vérité scientifique, mais aussi une source d'émerveillement. Il était célèbre pour sa capacité à s'émerveiller devant la nature, à trouver de la beauté dans les équations, comme d'autres en trouvent dans les couchers de soleil ou les symphonies. Dans l'une de ses interviews les plus connues, il raconte comment la connaissance scientifique d'une fleur ne diminue pas sa beauté, mais l'augmente, en ajoutant des couches de compréhension et d'émerveillement que l'œil nu ne peut percevoir. De la même façon, comprendre que C n'est pas une vitesse mais un facteur de conversion ne diminue pas le mystère de l'univers. Au contraire, cela l'approfondit en révélant que derrière l'apparente diversité de nos expériences, derrière la séparation apparente de l'espace et du temps, se cache une unité profonde,
une simplicité fondamentale qui est à la fois surprenante et inévitable. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans l'idée que l'univers est, au fond, plus simple que ce qu'il paraît, que la multiplicité des phénomènes, la diversité des forces, la variété des particules, tout cela émerge de quelques principes fondamentaux d'une élégance mathématique. Feynman cherchait toujours cette simplicité sous-jacente. Il croyait que si une explication est vraie, elle doit être simple, non pas dans le sens de facile à comprendre, mais dans le sens de dépouillée de tout ce qui est superflu, réduite à son essence. Et l'essence de C, débarrassée de l'héritage historique qu'il associe à la lumière et à la vitesse, est d'une simplicité désarmante. C'est un 1. C'est l'affirmation que l'espace et le temps sont la même chose. Cette simplicité est d'autant plus remarquable qu'elle était cachée aux yeux de l'humanité pendant des millénaires. Pendant des siècles, nous avons mesuré l'espace avec des règles et le temps avec des horloges, convaincus que ces deux quantités étaient aussi différentes que la couleur et le poids. Il a fallu le génie de Maxwell, d'Einstein, de Minkowski et de Feynman pour révéler que notre conviction était fausse, que l'espace et le temps sont les deux faces d'une même pièce et que C est le facteur de conversion qui rend cette identité manifeste. Et c'est là, peut-être, la leçon la plus profonde de Feynman. La nature ne nous trompe pas, mais elle ne nous facilite pas les choses non plus. Elle nous présente une réalité dont la structure profonde est cachée derrière des apparences trompeuses. Il faut de l'imagination, du courage intellectuel et une humilité devant les faits pour percer ces apparences et atteindre la vérité. Feynman possédait ces qualités en abondance. Et son intuition sur la nature de C est l'un des plus beaux exemples de ce que ces qualités peuvent accomplir. Pour conclure notre voyage, revenons à l'homme lui-même, à Richard Feynman, et à la façon dont sa vision de C s'inscrit dans sa philosophie plus large de la physique et de la connaissance. Car l'idée que la vitesse de la lumière n'est pas une vitesse n'est pas un fragment isolé. C'est une pièce d'un puzzle plus vaste, une expression d'une attitude envers la science et envers le monde que Feynman a incarnée tout au long de sa vie. Feynman était un iconoclaste intellectuel. Il se méfiait des conventions, des autorités et des idées reçues. Il croyait que la compréhension authentique ne vient pas de la répétition de formules ou de la mémorisation de résultats, mais d'une confrontation directe et personnelle avec les phénomènes. Connaître le nom d'une chose n'est pas la même chose que connaître la chose, aimait-il répéter. Cette maxime, héritée de son père, un vendeur d'uniformes qui avait le don d'éveiller la curiosité scientifique de son fils, était le fil conducteur de toute l'œuvre de Feynman. Quand Feynman affirmait que C n'est pas une vitesse, il appliquait précisément ce principe. Le mot vitesse est un nom, une étiquette que nous collons sur un concept. Et cette étiquette, dans le cas de C, est trompeuse. Elle nous fait croire que nous comprenons ce qu'est C, alors qu'en réalité, nous ne comprenons que le mot que nous avons choisi pour le désigner. Comprendre vraiment C, comprendre ce que cette constante signifie et pourquoi elle a la valeur qu'elle a, exige de dépasser le mot, de transcender l'étiquette, d'aller chercher la réalité qui se cache derrière. Et cette réalité, comme nous l'avons vu tout au long de ce voyage, est extraordinairement riche. C est la structure de l'espace-temps. C est le facteur de conversion entre l'espace et le temps. C est la pente du cône de lumière. C est la vitesse de la causalité. C est l'identité entre la masse et l'énergie. C est la constante qui apparaît dans les équations de Maxwell, dans les transformations de Lorentz, dans la métrique de Minkowski, dans les équations d'Einstein, dans les intégrales de chemin de Feynman. C est partout, non pas parce que la lumière est partout, mais parce que l'espace-temps est partout. Et tant que nous continuerons à l'appeler la vitesse de la lumière, nous passerons à côté de cette universalité, de cette omniprésence, de cette profondeur. Feynman aurait sans doute aimé que l'on rebaptise C, peut-être la constante d'Einstein, en hommage à celui qui a le plus contribué à révéler sa vraie nature, ou peut-être la constante d'espace-temps pour refléter sa signification géométrique.
Ou peut-être, plus radicalement, que l'on cesse de lui donner un nom distinct et que l'on adopte simplement les unités naturelles dans lesquelles c est égal à 1, effaçant du même coup la distinction artificielle entre l'espace et le temps que nos unités conventionnelles perpétuent. Mais au-delà de la nomenclature, ce qui importait à Feynman, c'était la compréhension. Il voulait que ses étudiants, et plus largement tous ceux qui s'intéressaient à la physique, comprennent non seulement comment calculer avec c, mais ce que c signifie. Il voulait qu'ils voient au-delà des chiffres et des formules, qu'ils atteignent cette compréhension intuitive, presque viscérale, qui permet de sentir la structure de la réalité plutôt que de simplement la décrire. C'est cette compréhension que nous avons cherché à atteindre au cours de ce voyage. Nous avons commencé par une question simple, presque naïve. La vitesse de la lumière est-elle vraiment une vitesse? Et en cherchant la réponse, nous avons traversé l'histoire de la physique, exploré la géométrie de l'espace-temps, contemplé la nature du temps et de l'espace, et touché du doigt quelque chose de fondamental sur la structure de l'univers. La réponse, nous le savons maintenant, est non. La vitesse de la lumière n'est pas une vitesse. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus beau et de beaucoup plus universel qu'une simple mesure du mouvement. Feynman nous a offert ce regard. Un regard qui perce les apparences, qui dépasse les conventions, qui atteint l'essence des choses. Un regard qui, une fois acquis, transforme à jamais notre façon de voir l'univers. Car une fois que l'on comprend que c n'est pas une vitesse, on ne peut plus voir l'espace et le temps de la même façon. On commence à percevoir, ne serait-ce que fugitivement, l'unité profonde de la réalité. Cette unité que les équations de la physique expriment avec tant d'élégance et que notre perception quotidienne nous cache avec tant d'obstination. Et c'est peut-être le plus beau cadeau que la physique puisse nous offrir. Non pas des réponses définitives, mais un changement de regard. Non pas des certitudes, mais un émerveillement renouvelé devant la structure de l'univers. Non pas la fin du mystère, mais le début d'un mystère plus profond, plus beau et plus digne de contemplation. Nous voici arrivés au terme de notre voyage, mais non pas au terme de la réflexion. Car les idées que nous avons explorées ne sont pas de celles que l'on peut simplement noter, ranger et oublier. Elles sont de celles qui continuent à travailler en nous, longtemps après que les mots se sont tus, comme une mélodie que l'on ne peut s'empêcher de fredonner. L'idée que la vitesse de la lumière n'est pas une vitesse est, en dernière analyse, une invitation à l'humilité. Elle nous rappelle que notre perception du monde, aussi fiable qu'elle puisse paraître dans notre vie quotidienne, est profondément limitée. Nous percevons l'espace et le temps comme des réalités séparées, parce que notre biologie, notre évolution, notre expérience nous ont façonnés pour un monde de vitesse faible et de distances humaines. Mais l'univers ne se soucie pas de nos limitations perceptuelles. Il est ce qu'il est, dans toute sa beauté géométrique, que nous soyons capables de le percevoir directement ou non. Cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est elle qui a permis à Einstein de remettre en question les notions apparemment évidentes de temps absolu et d'espace absolu. C'est elle qui a permis à Minkowski de concevoir l'espace-temps comme une entité géométrique unique. C'est elle qui a permis à Feynman de voir au-delà du mot « vitesse » pour atteindre la réalité que ce mot masquait. L'humilité devant la nature, la volonté d'accepter que la réalité peut être radicalement différente de ce que nos sens nous montrent, est la vertu cardinale du physicien. Et il y a, dans cette humilité, une forme de sérénité. Car si l'espace et le temps sont une seule entité, si le passé et le futur sont les deux directions d'une même dimension, si notre voyage à travers le temps est aussi naturel et aussi géométrique que notre extension dans l'espace, alors il y a une forme de permanence dans notre existence que notre perception quotidienne ne nous permet pas de voir. Notre vie, notre histoire, notre trajectoire à travers l'espace-temps existent comme un tout, comme une ligne dessinée dans le grand livre de l'univers bloc, aussi réel dans ses premiers chapitres que dans ses derniers. Feynman ne cherchait pas le réconfort dans la physique, il cherchait la vérité.
Mais il y a, dans la vérité qu'il a trouvée, quelque chose qui ressemble au réconfort. L'univers est cohérent, il est compréhensible, il est beau. Et cette beauté, cette cohérence, cette compréhensibilité ne sont pas des accidents. Elles sont les propriétés d'une réalité qui, au fond, est plus simple et plus unifiée que ce que nos sens nous laissent percevoir. La constante C est le symbole de cette unité. Elle est le pont entre l'espace et le temps, entre la masse et l'énergie, entre la cause et l'effet. Elle est le fil d'Ariane qui traverse tout le labyrinthe de la physique, de Maxwell à Einstein, de Minkowski à Feynman, de la relativité restreinte à la gravité quantique. Elle est, en un mot, la constante qui dit que tout est lié, que tout est un, que la diversité apparente de l'univers cache une unité fondamentale d'une simplicité et d'une beauté à couper le souffle. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, souriez intérieurement, car vous saurez maintenant que cette phrase, bien que techniquement correcte, passe à côté de l'essentiel. Vous saurez que c n'est pas une vitesse. Vous saurez que c'est la structure de l'espace-temps, le facteur de conversion entre deux aspects d'une même réalité, la signature géométrique de l'unité profonde de l'univers. Et vous saurez que cette connaissance, cette compréhension, est l'un des plus beaux cadeaux que la physique ait jamais offert à l'humanité. Richard Feynman nous a montré comment regarder le monde avec des yeux neufs, comment poser des questions que personne ne songeait à poser, comment trouver de la profondeur là où d'autres ne voyaient que des évidences. Son intuition sur la nature de C est l'une des expressions les plus pures de ce regard. C'est une invitation à voir plus loin, à penser plus profondément, à ne jamais se contenter des réponses toutes faites. L'espace-temps est silencieux. Il ne proclame pas sa structure. Il ne crie pas que l'espace et le temps sont un. Il se contente d'être, dans toute sa géométrie subtile et magnifique. C'est à nous de tendre l'oreille, d'ouvrir les yeux de l'esprit et de percevoir, dans ce silence, la musique des sphères que Pythagore rêvait d'entendre. La constante C est la note fondamentale de cette musique. Et maintenant que nous l'avons entendue, l'univers ne sonnera plus jamais de la même façon. Laissons ces idées se déposer en nous, comme la neige se dépose sur un paysage silencieux. Laissons-les transformer doucement notre regard, sans hâte, sans effort. Car la physique, comme la contemplation, demande de la patience. Et les vérités les plus profondes sont celles qui se révèlent non pas dans l'agitation de la pensée, mais dans le calme de la compréhension. L'espace est le temps est l'espace, et c'est le un qui les unit. C'est tout, et c'est immense.